Bonsoir à tous et bienvenue dans une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui en fait on redécouvre un très vieil ordinateur que j'ai possédé il y a bien longtemps. C'est un vieux Mac. Euh, Ce qu'on appelait avant d'appeler ça des MacBooks, des PowerBooks. Alors comme vous le voyez, il a pris un petit peu la poussière. Alors je vais juste passer un bon coup de chiffon. Voilà, un petit peu sur celle-ci. Alors, on va présenter un petit peu la bête. Alors ça, c'est un PowerBook qui date de 2001 a priori. Je me souviens plus trop. En tout cas, il y a écrit 1999 dans les copyrights. C'est le modèle suivant. C'est un Macintosh PowerBook G3 Series, 333 MHz. 512 kg de cache au niveau du processeur, 64 mégaoctets de mémoire vive, 4 Go de disque dur. Alors depuis ça a changé parce que j'ai dû changer de disque dur, donc maintenant c'est un 20, qui d'ailleurs est beaucoup moins bruyant que celui qui était fourni d'origine. Et enfin une carte vidéo avec 8 mégaoctets de mémoire graphique non partagée, dédiée. Et enfin un lecteur CD. Alors, pour le présenter, déjà la face du dessus, bon, avec le logo, la charnière étant là, ce qui veut dire qu'une fois qu'on va l'ouvrir, le logo Apple est à l'envers. Donc ça c'était un peu le, comment dire, le point négatif à l'époque. Sur la face avant, on a le petit bouton qui permet de libérer l'ouverture du capot. Sur la face gauche, nous avons un port pour brancher des cartes d'extension, qui doivent être à peu près au format PCMCIA. Et ensuite, la batterie avec son indicateur de charge, à mon avis, elle est vide. Voilà, ça c'est fait. Sur la droite, un lecteur CD qui est amovible, hein, tout comme la batterie. L'ouïe d'aération du ventilateur. Le port Kensington qui permet de bloquer l'ordinateur avec un câble en métal. Ensuite à l'arrière, le port de charge qui est ici, on dirait une prise RCA, mais c'est bien une entrée pour le chargeur. Nous allons voir tout à l'heure son format. Ici, il y avait un port infrarouge qui est toujours, mais la petite lunette transparente est absente. Enfin, si on ouvre, voici que l'on découvre plusieurs ports. Alors, dans l'ordre, un port visiblement micro ou ligne, puis sortie audio. Deux ports USB 1, je précise bien 1.0, un port Ethernet qui doit être sûrement du Fast Ethernet 10-100, un port SCSI, alors je ne sais pas comment ça se dit, SCSI, SCSI, voilà, je donne les initiales. Ensuite un port S-Video Out, c'est-à-dire pour en gros sortir un signal vidéo sur une ancienne télé S-Video ou sur un magnétoscope S-Vidéo. Quelque chose qui visiblement permettrait de débloquer quelque chose d'autre. Je ne sais pas trop l'utilité de ce petit truc. Un port VGA des plus standards et un port RJ11, il me semble, pour tout simplement le modem, pour le connecter à une ligne téléphonique. J'enlève un petit peu la poussière. Voilà. Ça fait quelques années qu'il est sur le dessus de l'armoire. Voilà. Donc le dessous, rien à signaler. Ensuite, comme on peut le voir, la batterie est amovible en tirant cette languette là. Je ne sais pas si on voit bien. Tac, on peut retirer la batterie. Cette batterie là est assez ancienne, hein, donc à l'époque c'était déjà du lithium-ion. Je pourrais pas vous dire exactement le voltage ou quoi que ce soit puisque ce n'est pas écrit dessus. Très étonnant. Le lecteur CD est lui aussi amovible. Tac. Et donc c'est un lecteur CD 24 fois. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le recharger, enfin du moins le brancher au secteur avec ce chargeur que je n'ai pas encore décrit.
mais je vais vous le décrire tout de suite. Alors le chargeur était déjà à l'époque, même par rapport à aujourd'hui, était assez novateur en termes de design. Il est composé d'un bloc, voilà, le chargeur en lui-même, qui peut permettre d'enrouler tel un yo-yo le câble qui va être relié à l'ordinateur, donc à notre PowerBook, et puis un câble d'alimentation que vous connaissez pas forcément, puisque on reconnaît de ce côté-là un petit peu les câbles tripolaires, mais sauf que le troisième pôle bien sûr est obturé. Donc ça fait penser aux embouts qui se branchent à d'autres chargeurs d'ordinateurs portables. Et là nous avons donc la fiche sans la terre en fait. Voilà, donc on va le reconnecter derrière. Donc ce chargeur délivrerait selon ce qui est écrit. On ne sait pas trop en fait, c'est assez difficile de lire. Voilà. Donc 24 volts sur 1,87 ampères. Voilà. Donc je vais reconnecter ça. Donc ce chargeur est vraiment original. En plus, il dispose vraiment d'une longueur, au niveau du 220 volts, une longueur assez intéressante, quoi. Plus le câble est transparent, bon, c'est drôle, c'est design. C'était assez courant à l'époque avec Apple, donc voilà. Et à l'autre bout, nous allons brancher donc la sortie, tout simplement, sur ça. Voilà. Donc c'est un peu dur, mais ça rentre, et on voit que ça s'est allumé l'espace d'une seconde. En tout cas, j'ai l'impression que la carte mère a fait un test, du moins un démarrage rapide, et s'est éteint de suite. Donc la batterie est vide. Est-ce qu'elle est en train de se charger? Je ne pense pas. On voit que ça clignote, ça veut dire que c'est en cours en tout cas. Donc c'est bon, elle est en train de se charger. Maintenant on va procéder à l'ouverture du capot, et la surprise, voilà à quoi ressemblait un Mac, un PowerBook, donc l'ancêtre du MacBook. Donc on va repasser un petit peu de... Voilà, pour... Là, étonnamment, la poussière n'est pas trop rentrée à l'intérieur, donc c'est bien. Un design vraiment sympa pour l'époque déjà. Bon, aujourd'hui c'est un peu terne, c'est noir. Maintenant, bon, les portables sont plutôt colorés ou blancs, ou voilà. Alors le clavier est transparent, on voit le mécanisme sous les touches, semi-transparent. Donc là je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, pour montrer les touches en fait, voilà, qui sont semi-transparentes, translucides on va dire. Donc du coup, ce clavier est totalement amovible. C'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que cet ordinateur est complètement modulaire en 99, donc visiblement quand il était conçu, donc il a été conçu un peu avant j'imagine, cet ordinateur a été réalisé complètement modulaire, c'est-à-dire qu'on peut sortir le lecteur CD, le remplacer plus tard par un graveur DVD si ça venait à exister. On peut changer la batterie, on peut mettre 2 batteries même si on veut. Le clavier lui-même est détachable, donc il suffit d'appuyer sur ce petit ergot là, de le soulever. Vous voyez, la maintenance est super simple comparé à ce qui est produit de nos jours. Donc, bon, je ne vais pas forcer, mais je peux vous l'assurer, le clavier donc, est détachable. J'ai changé le disque dur juste en le soulevant. En fait, derrière se cache le disque dur, la mémoire, etc. Il n'y a vraiment rien à dévisser. Honnêtement, c'est pour l'époque, vraiment les années début 2000, donc un ordinateur qui devait coûter très cher, j'imagine. Moi, je l'ai acheté d'occasion par la suite, mais un ordinateur dont la qualité d'assemblage et la durée de vie à long terme est exceptionnelle. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que là, cela fait 15 ans, voire plus, que cet ordinateur existe, et nous allons le voir ensemble, il est totalement fonctionnel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à la mise en route. Alors bien sûr, là il est sur chargeur, mais on va voir que la batterie lithium-ion qui est intégrée à ce PowerBook, que j'ai eu en même temps que son achat, donc il y a plus de 10 ans maintenant, cette batterie fonctionne toujours.
Et enfin, elle fonctionnait en tout cas il y a 6 mois ou un an quand je l'ai testée pour la dernière fois. Et elle tient toujours la charge plus de 3 heures. Donc c'est ce qui est vraiment pas mal. Pour quelque chose qui a au moins 10 ans, une batterie qui a au moins 10 ans et je sais pas combien de dizaines ou de centaines de cycles. Voilà. Donc on va procéder à l'allumage et on va voir ce qui se passe. J'espère qu'il va pas, que je vais pas me foirer et qu'il va y avoir un écran de la mort. Donc on va démarrer, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura le petit son caractéristique? Ah, c'est bon signe. Alors pour l'instant l'écran ne s'allume pas, ça va venir. Voilà, l'écran s'allume. On va réorienter un petit peu l'ordinateur. Ce petit bruit et ces petits scintillements au début sont monnaie courante, ça l'a toujours fait, donc j'imagine qu'il n'y a pas de défaut particulier. Fait qu'on oublie actuellement aujourd'hui avec nos écrans LCD LED, c'est qu'à l'époque les écrans devaient chauffer, enfin légèrement, quoi. On devait attendre au moins 1 minute avant que l'image soit correcte, quoi. Là, typiquement, l'image est encore un peu palote. Alors, je vais zoomer sur l'écran histoire de pouvoir délivrer les bonnes couleurs. Voilà, un petit ajustement. Donc on voit que bon, la qualité de l'écran est pas dégueulasse hein, pour l'époque. Je veux dire, j'ai eu des PC ultérieurs à ce modèle dont l'écran était franchement pourri à côté de celui-là. Donc la résolution c'est 1024 par 768, ce qui est vraiment pas mal pour les années 2000. Hein. Je rappelle qu'à l'époque c'était plutôt 800 par 600 sur des ordinateurs portables sous Windows 95-98. Enfin là vraiment, bon, déjà à l'époque c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du Retina, c'est un peu le Retina de l'époque, en exagérant un peu. Donc voilà, erreur d'horloge réseau, bien sûr, la pile interne n'étant pas alimentée depuis longtemps. Bien sûr, l'horloge n'est pas à jour. Donc il se croit en 1973 et à 14h37 alors qu'il est bientôt 23h. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le mot de passe et on va voir ce qui se passe. Alors j'espère que je me souviens bien du mot de passe. Ce serait un peu con de le louper. Alors je clique sur mon nom et je vais ouvrir une session. Alors le mot de passe, je vais le taper et on se rejoint tout de suite. Voilà, donc mon mot de passe est tapé. Et on s'aperçoit quand même que le démarrage est pas instantané, hein, bien sûr, mais pour l'époque, pour un disque dur qui est très ancien, et puis un système aussi très ancien, ça rame pas trop à démarrer. Alors, le truc intéressant à savoir, c'est que c'est donc OS 9 qui était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui OS X, OS 10. C'était un OS multitâche, mais pas trop. Enfin bon, c'était un OS assez rapide, assez léger, on va dire, qui aujourd'hui prend une taille infime par rapport à un système d'exploitation d'aujourd'hui. Alors malgré cette ancienneté et ces défauts de vieillesse, on va dire, cet ordinateur aujourd'hui pourrait très bien être utilisé par un étudiant ou n'importe qui d'autre qui ferait du traitement de texte ou de la retouche d'image, oui, 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 je vous assure, de la retouche d'image, et même du web, mais là le problème c'est que aujourd'hui on est vraiment dans un monde où un navigateur web c'est plus que utile, c'est même indispensable, et là le problème c'est qu'un navigateur web qui respecterait les standards actuels, ça n'existe plus sur OS 9 depuis belle lurette d'ailleurs. Bon, on va voir là un peu les logiciels qui étaient présents. Alors je préviens, il y a sûrement des vieux logiciels piratés. Bon, ils étaient déjà là quand j'ai acheté l'ordinateur. Hein. Donc on avait Photoshop 6, bon, pourquoi pas, j'imagine qu'il y avait des versions ultérieures, sûrement Photoshop 7 aussi. Après on a AppleWorks, la suite Office, je l'avais vu, voilà, Office 98, Quark Express. Voilà, après des petits utilitaires à droite à gauche. Alors ce qu'on va faire, c'est typiquement, mettons-nous dans la peau d'un étudiant qui doit faire des petites retouches photos, qui doit utiliser Office pour remplir son mémoire de thèse.
Bon, bah, typiquement, là, j'ai un dossier Office 98 avec le CDK. Oh là là, c'est pas très bien de montrer ça. Je pense qu'il y a prescription. Alors, par exemple, on va lancer Word. Alors, on va pas le renommer, mais le lancer. Double-clic, hein, un peu comme sous Windows. Et là, on se rend compte de quoi? C'est que le chargement de Word en entier est pas instantané, mais ça a pris quoi? 3-4 secondes. C'est quand même... enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, actuellement, si j'ouvre Word sur un PC sous Windows ou assez récent et très puissant, avec 10 fois plus de RAM, ou sur un Mac actuel, ce sera légèrement plus long. Donc voilà, là ça fonctionne tout à fait. L'ordinateur est entièrement fonctionnel, y compris le lecteur CD. On a même l'assistant qui est sur la droite, qui est Clippy, version Mac. Donc voilà, moi je peux taper mon texte, il n'y a pas de souci. Alors je vais fermer Word. Oh, les petits bruitages sympas. D'ailleurs, en bonus, tout à l'heure, on va réussir à reproduire la musique de Benny Benassi. Satisfaction. Ah oui, là vous allez aimer. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais ça peut être drôle. Alors, je ne vais pas enregistrer le document. Et puis, on va montrer Photoshop 6, par exemple. Alors, je tiens à préciser que sur ce Macintosh, il y avait aussi des outils de montage, par exemple iMovie, etc., qui étaient fournis sur CD. Puis plus tard, pas sur DVD, bien sûr. Voilà, nous avons notre Photoshop totalement fonctionnel. Alors je repasse dessus, pardon. Voilà, Photoshop tout à fait complet, qui ne rame pas. Alors bien sûr, on n'est pas encore en train de traiter des images, mais je peux vous assurer qu'à l'usage, c'est totalement rapide. Et on va passer un petit instant de nostalgie en ouvrant iTunes. Et là, on va se rendre compte à quel point iTunes n'a pas tellement changé dans un sens et a quand même pas mal évolué dans les détails. L'interface graphique de iTunes, et donc ça c'est la version 2.0 d'iTunes. Bon, on voit qu'il y a quelques MP3 là-dessus, donc je vais pas les lancer parce que sinon YouTube, enfin les ayants droit risquent de me courir après. Alors, on peut encore écouter la radio. Alors bien sûr, sur ce PowerBook il n'y a pas de Wi-Fi. Et là, je n'ai pas de câble Ethernet à disposition, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais récemment, j'ai encore lancé les radios. Ça m'a encore affiché la liste des radios complète. Là, c'est mes radios préférées, mais il est tout à fait possible, en cliquant ici, d'avoir toutes les radios qui sont encore disponibles dans la liste des radios Apple et qui sont tout à fait fonctionnelles, puisqu'elles diffuse du son en MP3, donc un codec tout à fait supporté par iTunes. C'est marrant de voir que 15 ans après, ce Macintosh fonctionne toujours, l'écran fonctionne toujours. Bon, aujourd'hui c'est un peu désuet, 1024 par 600, pas par 600, par 768, pardon. Mais voilà, on a un outil complètement fonctionnel dont la batterie tient encore. Aujourd'hui, très peu d'ordinateurs ou de matériel que l'on pourrait acheter peut se vanter d'être résistant plus de 3-4 ans et de ne pas dépérir. Là, cet ordinateur, vraiment, moi je suis bluffé. 15 ans après qu'il ait été commercialisé, il est toujours fonctionnel. Bien sûr, il est dépassé logiciellement, on est d'accord, mais il est complètement fonctionnel. Je veux dire, à part le disque dur qui a lâché au bout d'un certain temps, et qui a été très facilement cloné par les outils intégrés dans OS 9, pardon. Voilà, il n'y a eu que ça comme avarie. Aujourd'hui, je pense que quand même les produits Apple, je pense qu'ils ont gardé quand même cette philosophie d'un ordinateur qu'on peut garder longtemps. Là, on est dans un cas extrême quand même au niveau de la durabilité. C'est vrai que c'est pas courant. Alors, ce qui serait pas mal de faire, c'est de savoir comment Benny Benassi a réussi à faire les voix de Satisfaction. Et là, c'est un petit bonus dans cette vidéo parce que j'ai terminé de vous le présenter, cet ordinateur.
Et maintenant, je vais taper du texte. Donc, je vais taper push me. Je sais plus les phrases. Donc, je passe à la ligne à chaque fois. Push me. Je crois que c'est and then just touch me. À la ligne till I can get. Vous voyez à quel point je parle bien l'anglais. Et satisfaction. Pardon, je suis un peu de biais, donc c'est un peu difficile d'écrire correctement. Oups, oh là là, l'habitude des PC. Hein. J'ai tapé CTRL, ouh là là, c'est pomme C, pas CTRL C, mais enfin bon. Donc voilà, on a tapé du texte, on est Benny Benassi et on a envie de faire de la musique. Alors moi, ce que je vais faire, c'est aller dans son, voix. Je vais choisir, je sais plus quelle voix c'était en fait, je crois que c'était Ralph, peut-être. Et on va lire, on va voir ce que ça donne. Alors je sais plus comment j'avais fait, à un moment j'avais réussi à moduler la vitesse de la voix. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. C'est pas la bonne voix, alors c'était peut-être Bruce. High quality Bruce. Est-ce que c'est lui? Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. C'était pas du tout lui. Alors je sais plus lequel il était. Peut-être Albert ou Fred. Et en gros, on va reconnaître des voix de Benny Benassi. Alors ce qui est marrant pour l'époque, c'est que quand même, il y avait un synthétiseur vocal, quoi. Je sais pas, c'est venu bien longtemps après sous Windows, quoi, de pouvoir lire du texte à voix haute. Bon, là, la qualité était pas mal en anglais, en tout cas. Est-ce que ce serait bon, ça? Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Ça vous dit rien, cette voix? Alors, si on essaye Victoria... Victoria High Quality. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Bon, voilà, c'était pour le fun. Je pense que Benny Benassi a samplé une sortie audio d'un Mac, je sais pas pourquoi. Hein. Alors peut-être ralenti. Voilà. Ah, au fait, petit bonus, vous allez voir le dos de ce Macintosh une fois qu'il est allumé. Alors je vais dézoomer, bien sûr. Voilà, on va attendre que la colorimétrie, enfin la balance des blancs se refasse. Et attention, voici en exclusivité le dos de l'écran du Mac. Attention. Voilà. Tadam! Une belle pomme à l'envers. Voilà. Je comprends pas les designers de l'époque. J'ai l'impression qu'ils ont designé leur ordinateur fermé et qu'ils ont complètement oublié de l'ouvrir dans leur mock-up ou dans leur logiciel 3D, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est resté, pourquoi à l'étape de validation de la production, cette pomme n'est pas restée droite, quoi. Ça me semble bizarre. Mais enfin, c'est resté assez longtemps d'ailleurs sur les portables suivants d'ailleurs. Ce n'est qu'avec l'iBook, il me semble, que la pomme est redevenue droite, quoi. Donc bon, pour se rassurer, on peut coller donc le chargeur derrière, comme ça au moins on a la pomme à l'endroit. Voilà, c'était une petite présentation rétro d'un vieux matos. Donc c'est du rétro pas gaming, presque du rétro unboxing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, je sais pas si vous aussi vous avez du matos comme ça assez ancien qui marche toujours, mais je vous invite vraiment à le présenter. Ça peut être drôle de comparer, voilà, d'allumer un ordi qui a 10 ans.
10 ou 15 ans même, voire 20 ans, voire plus, et de le tester, de le faire marcher, de voir ce qui fonctionne plus. Là, je peux vous dire que tout est fonctionnel, y compris la batterie. Donc voilà, point positif. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire et aussi à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Je suis sûr qu'à la longue, je ferai de mon mieux pour que ça vous plaise. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!